Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, le 1er août, avec l'été là, qui va à grands pas, là, qui va très rapidement. Donc on espère que vous en profitez, mais on vous sort comme on le veut, comme le veut la tradition. Et attend cette semaine d'ailleurs, ce qui est assez une bonne tape dans le dos, Gab, pour le succès de cet épisode. Merci. Qu'on ne tourne pas le lundi soir. Donc un beau succès, on est dimanche le 31 pour l'information de tous. On vous fait là, un place au débat et un au son de la cloche, donc dans l'ordre exact. Deux sujets d'ailleurs, un qui était en deuxième partie, vous allez voir ce qu'on avait parlé, là, un petit peu le jeu de tir à la corde que Gab et moi avions eu la semaine passée là, pour définir quel serait le sujet principal. Donc j'ai finalement pu avoir mon sujet qui va fermer le rideau de l'épisode d'aujourd'hui. Et on commence avec un petit place au débat là, sur un sujet que Gab, tu avais parlé la semaine passée. Euh, le disclaimer aujourd'hui était peut-être un petit peu moins important qu'à l'habitude, là, mais encore une fois, on risque d'effleurer des compagnies listées, surtout en deuxième partie. Donc, je te laisse, Gab, là, le faire tout de même pour lancer tout ça en bonne et due forme. Pour ne pas changer à la tradition, évidemment, tout ce Ça qu'on serait un peu parle. curieux après plus de 100 épisodes qu'on essaie de tout changer. On enlève Voilà. les jingles et maintenant on s'appelle l'état des résultats C'est vrai que ce serait, podcast. c'est vrai que ce serait drôle, mais c'est vrai que pour le coup, on ne dérogera pas à la règle pour ce nouvel épisode, en tout cas de l'état financier. Évidemment, tout ce qu'on parle, il s'agit que de notre opinion personnelle. Vous le savez, il ne s'agit pas d'une recommandation de placement, c'est à des fins éducatives, on va dire, d'entertainment, comme on dirait, faites comme les Anglais diraient. Euh, Évidemment, prenez avec des pincettes évidemment tout ce qu'on dit, faites-vous votre propre opinion et consultez un expert si vous avez des questions sur votre situation personnelle, comptable, fiscaliste, conseiller en placement, conseiller financier, quiconque est autorisé là où vous vous trouvez, lui, elle ou lui seul sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures options disponibles pour votre portefeuille personnel. Je pense qu'effectivement, le jingle, même s'il a moins de pertinence, pour cet épisode en particulier, il faut bien se rappeler évidemment que tout ce qu'on parle, c'est ça, c'est de l'opinion. Et vous le savez, hein, nous ce qu'on dit, c'est au meilleur de notre connaissance, mais bon, il est toujours bien de se faire sa propre opinion, de faire ses recherches aussi à côté. Tu le disais souvent d'ailleurs avant Absolument. JP, Faire et je nos trouve qu'on... lectures. C'est vrai que ça fait une éternité que j'ai pas ouvert ce livre-là, là, mais effectivement, de faire vos recherches. En fait, on rappelle, on les fait à la base de chaque épisode. Comme vous pouvez vous douter, on n'est pas forcément inspiré de chacun des sujets avec une connaissance de A à Z. Donc, on fait nos recherches nous-mêmes. Là. Donc, j'avoue que si le contenu vous intéresse, dites-vous que c'est parce qu'on a fait nos recherches par nous-mêmes. On s'est éduqué un petit peu sur le sujet. Encore une fois, on pourrait s'éduquer beaucoup plus. Mais je pense que c'est un petit peu la porte d'entrée intéressante du podcast de vraiment voir si ça vous intéresse et d'aller lire là-dessus, peu importe votre niveau de connaissance. C'est à la base de tout, c'est justement le contenu multimédia qui est fait sur toute plateforme et on en nomme, encore une fois, on peut en mettre en pièce jointe là, des must ou en bon anglais, des go-to qu'on se réfère énormément pour le contenu du podcast. Et pas des Musk. Pas des Musk, non, non, effectivement. Ne me repars pas, tu sais que j'ai toujours un ou deux sujets à la Elon Musk qu'on pourrait parler. Exactement. Donc je vais me calmer, là, mais non, effectivement, on a les New York Times, les Bloomberg News, il y a beaucoup de très très bonnes sources qui donnent quand même un bon portrait un petit peu de où est-ce que s'en vont là, une semaine dans les marchés, dans l'économie. D'ailleurs, on va en terminer par la suite, là, mais c'est une période qui ne va pas vraiment bien présentement, mais qui est un petit peu terne en termes de grandes nouvelles économiques et financières qui sont nouvelles, entre guillemets. On sait qu'on a les fameuses annonces de hausse de taux directeur, mais c'est rendu la normalité. Donc j'avoue que c'est au moins un peu digne de l'été qu'on connaît comme à l'habitude là, d'avoir une période où au moins fin juillet, début août, là, on est un petit peu... Ça paraît que les vacances sont en cours Ouais, c'est vrai. et l'industrie est un petit peu plus calme. Encore une fois, dans le désordre par rapport à pareille date l'an passé. Mais tout de même, au moins, on a un petit peu de calme. Donc, ça nous permet de faire des sujets, encore une fois, un petit peu plus d'opinion. Et également, là, quelque chose lié à des événements dans la finance Ouais, actuelle. et tu vois, même la Fed est en vacances, donc pour comme quoi, il n'y aura pas de meeting avant Ouais, août, donc... ça, je sais pas si, Gab, le place au débat n'est pas entamé. Je suis Vas-y, d'accord avec vas-y, toi. Je suis d'accord avec toi que la Fed est en vacances depuis peut-être 2 ans, mais on va pas embarquer là-dessus, encore une fois. allez, Je salue Powell, mais lançons l'épisode, on est parti. Là. Donc, lançons le place au débat. Parfait. Donc tu me fais presque changer en live là, le sujet qu'on va faire pour vraiment faire décortiquer la Fed, mais c'est pas ça du tout qu'on voulait faire, donc on ne le fera pas. Mais j'avoue que ça sera pour un autre épisode. Je pense qu'il y a une énorme place au débat qu'on pourrait faire pour vraiment étaler notre opinion de ce qui se passe au niveau des banques centrales, surtout celles américaines.
Mais aujourd'hui, on veut vous parler un peu plus là, des pannes de compagnies de tech. C'est quelque chose qui... en fait, on a un très bon exemple qui vient d'arriver au début du mois de juillet au Canada qu'on va vous parler avec une corporation quand même assez significative dans le monde des télécoms au Canada. Mais c'est quand même assez drôle de dire qu'il n'y a pas vraiment une compagnie de tech d'envergure, que ce soit une compagnie américaine ou même européenne, qui n'a pas fait face à un moment X à une panne qui a été significative pour les utilisateurs. Donc j'avoue que c'est rendu presque aussi quelque chose d'assez commun. Mais c'est un peu d'avoir la logique et le débat. Puis dans le cadre de mon programme actuel, c'était quelque chose également qu'on a énormément parlé. Et de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des pannes qui engendrent vraiment des problématiques autant pour les particuliers que pour les PME, etc. Surtout quand on parle des techs. L'exemple qu'on veut vous parler, c'est la compagnie Rogers Communication qui, le 8 juillet 2022, a eu une panne au Canada. On rappelle, le Canada, on est juste 38 millions de personnes. C'était pas la fin du monde comme ça a pu l'être pour d'autres exemples. Chez Gam, on va en parler, les Google de ce monde, les AWS de ce monde aux États-Unis. Mais quand même, ça a paralysé près du tiers, presque le tiers des utilisateurs là, canadiens en termes de télécommunications pour des services Internet et plusieurs autres impacts qu'on va vous parler également. Mais c'est de voir justement, sachant que ça peut arriver à tout moment, sachant qu'on ne sait pas, encore une fois, au moment présent, on veut ramener ça à la situation normale, mais on ne sait pas les conséquences. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a plusieurs... bien évidemment, le gratin politique tombe toujours sur le sujet assez rapidement lorsqu'une corporation a une panne de cette envergure-là. Et c'est toujours les mêmes sujets. C'est il faudrait qu'on fasse une division forcée par le gouvernement de la compagnie qui est trop grosse maintenant. Le pouvoir, en fait, le contrôle des technologies sur la vie des consommateurs et des particuliers est rendu trop grand. Mais c'est plein de belles idées, à mon avis. Puis encore une fois, c'est un place au débat, on le rappelle. Là. Mais à mon avis, c'est plein de belles idées et à chaque fois, ça revient à la même chose. La poussière tombe, il n'y a rien qui se fait et on attend la prochaine panne qui va, pour peut-être la première fois, ne pas juste durer un 24 heures ou un 48 heures comme l'a été Rogers. Ça a eu des impacts, je crois, sur à peu près 3 jours là, pour cette compagnie-là, principalement pendant 24 heures pour le plus core. Là. Mais qu'est-ce qui se passe si on se ramasse avec 2 semaines sans le principal provider en bon anglais de télécom au Canada, qui ne peut pas permettre Interact, chez Gab, tu vas en parler, je te laisse la parole un peu là-dessus, qui coupe également l'accès au 911 à certains endroits dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis à chaque fois, comme je dis, je trouve ça juste fou de me dire qu'on est fin juillet, on l'a dit, il s'est rien passé. Il y a une commission parlementaire, il y a une enquête indépendante, il y a la concurrence est impliquée là-dedans. Ok, parfait, oui, mais à part avoir des beaux rapports, bien les tables dans le dos, puis on lance la session parlementaire gouvernementale qui s'en vient. Là. Je suis très critique à mon avis de ça, là, mais j'ai un peu les deux chapeaux. Une corporation qui va bien, qui grandit, qui est rendue très grosse en termes de part de marché, c'est pas mauvais. L'absence de contrôle du gouvernement qui est réactif, ça marche pas non plus. Donc, il y a comme, je sais pas qu'est-ce qui est la meilleure chose, mais on a clairement une problématique et c'est une tangente qui se présente de plus en plus. Donc, est-ce qu'on accepte et qu'on fait des plans de contingence ou est-ce qu'on change les choses pour ne pas que ça se produise? Réactif, proactif, c'est à peu près le sujet de n'importe quelle gestion. Donc, vous allez me dire que je lance un petit peu, là, je réinvente la roue, là. Mais clairement qu'il y a des problématiques et les télécoms le montrent assez bien avec les pannes qu'on a vécues au Canada, mais également partout ailleurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, JP. C'est un sujet très large, hein, pour être franc avec toi. Et c'est pour ça que vous m'excuserez si je suis pas parfaitement construit, là, tu sais, argument contre argument, synthèse. Là. Malheureusement, ça va être très compliqué pour ce sujet-là parce que, vous le savez, il y a plusieurs conséquences et plusieurs causes aussi qui justifient cette panne-là. Et je pense qu'on va faire des parallèles aussi avec d'autres exemples qu'on a vécus. Hein, en tout cas, les consommateurs américains, les consommateurs mondiaux pour le cas d'AWS, puis aussi en Europe, je vais parler par exemple de ce qui s'est passé avec OVH, tu vois, l'année passée, qui est, je pense, un bon exemple, on va dire aussi, de risque informatique majeur, tu vois. On prend l'informatique comme quelque chose en fait de parfaitement sécurisé, parfaitement, on va dire, intact, si tu veux, à n'importe quel événement. On pense que l'informatique, c'est quelque chose de fiable. Ton téléphone, quand tu l'allumes, il va fonctionner. Tu vas être capable d'appeler, par exemple, les services de secours. Et pas l'exemple de Roger, je pense que c'est un excellent exemple. Comme quoi, la régulation, en fait, en tout cas, ne marche pas très bien, en fait, de manière générale. Alors, la régulation au Canada, pour rappeler, elle est effectuée par le gouvernement, par un organisme qui s'appelle le CRTC, le Conseil de radio communication et télédiffusion, un truc comme ça. Exact, ouais, Conseil de radiodiffusion et télécommunication. Voilà, donc j'étais pas très loin, tu vois. Donc
Un difficile, sachant que ça peut être en français, en anglais, bilingue, on sait pas trop, C'est effectivement. exactement. Et bon, cet organisme-là, il régule en fait tous les opérateurs de télécommunications, de télé, de téléphones satellitaires, etc. Bref, les radios aussi. Donc, toute l'industrie des médias, en fait, plus généralement, puis de l'entertainment est régulée par ce régulateur-là. Il faut savoir que c'est un organisme qui a été très critiqué par le passé par sa complaisance envers les très gros joueurs, parce qu'on sait que c'est un oligopole, hein, le marché des télécommunications, contrôlé souvent par des très gros joueurs, parce que les barrières à l'entrée, évidemment, sont énormes. Hein. Tu ne peux pas construire un réseau câblé, comment dire, du jour au lendemain. Il faut savoir aussi que l'industrie au Canada n'est pas, disons que les câbles en fait sont pas nationalisés, ça appartient pas à l'État ni à par exemple à une compagnie nationale comme ça peut être le cas par exemple en France. Tu vois, en France, les câbles sont détenus pour la grande majorité par France Télécom, qui est l'opérateur national historique, et dans lequel en fait tu as des services qui sont groupés, dégroupés. Donc, au Canada, on n'a pas ce système-là, c'est-à-dire chaque ligne est indépendante, elle appartient à sa compagnie, mais le CRTC s'assure que les prix soient régulés, que la concurrence elle soit bien faite et que tu n'as pas de situation de monopole comme c'était le cas par exemple aux États-Unis dans les années 80. Tu avais à l'époque la AT&T qui était le très gros joueur et qui a été démantelé en fait à la fin des années 80 en fait pour créer toutes les compagnies qu'on connaît aujourd'hui. Le nouveau AT&T, mais aussi Verizon, etc. Que vous connaissez probablement aujourd'hui parce qu'ils sont à la bourse de New York. Et ça fait aujourd'hui que bah, là, il y a une remise en question. Est-ce que justement Rogers n'est pas devenu trop gros et on est devenu trop dépendant de cette compagnie-là? Est-ce qu'au contraire, le fait d'être regroupé, c'est pas une force, entre guillemets, parce que tu n'as qu'un seul interlocuteur à discuter? Être trop de joueurs dans une industrie, ça peut être problématique, parce que quand on ne sait pas d'où vient la panne, tu vois, ça risque d'être un problème, alors que là, on savait que c'était Rogers qui avait le problème. Bon, mon avis personnel, c'est que je pense qu'effectivement, cette concentration de tout auprès de Rogers, c'est quand même problématique. Enfin, c'est pas normal que le système de carte de paiement soit pas fonctionnel à cause d'une panne d'opérateur mobile, tu vois, c'est inacceptable. Et tu vois, même tous les commerçants de mon quartier ne prenaient pas les cartes le jour de la panne, donc gros problème. Impossibilité de faire des virements bancaires parce que fonctionne par le système Interac qui lui-même est propulsé par Rogers, donc tu te retrouves dépendant de ça. Plein de sites internet, par exemple des trains, je crois, des organismes gouvernementaux qui ne fonctionnaient pas. Mhm. Donc je trouve que les services aux citoyens, quand même, sont pour le coup essentiels par le web aujourd'hui en 2022. Les impôts aussi, tu vois, le système des impôts ne fonctionnait plus. C'est quand même très grave, tu vois. Et le 911, ça, je pense, c'est le pire exemple dans la ville de Toronto. Je crois que tous les systèmes pour faire les appels d'urgence ne fonctionnaient plus à partir d'un téléphone qui fonctionnait avec Rogers. Donc, il y a un problème, tu vois. Rendu là, il y a quelque chose qui cloche. Et évidemment, nous, contribuables, on a à se poser des questions parce que tu payes aussi, évidemment, pour ces services-là, pour le 911. Le fait que ce soit pas accessible à certains clients alors qu'il peut y avoir des dangers, on va dire, réels, tu vois. C'est bête, hein, mais t'as quelqu'un qui fait une attaque cardiaque devant toi, t'as un téléphone Rogers, tu peux pas appeler la personne, bah, à moins que tu sois très bon à savoir faire un massage cardiaque devant tout le monde, bah, les probabilités que la personne survive sont faibles. Donc ça pose des questions. Exact. Puis tu sais, je pense comme on le rappelait au tout début, là, tu sais, le point qui est toujours présenté, ben, il y a l'axe qu'on ne va pas trop aborder, là, mais la défense revient toujours à la même chose, c'est est-ce que le problème vient de la corporation ou vient de la société qui est trop dépendante envers une seule et même compagnie. Donc c'est sûr que ça, c'est un autre débat à mon avis, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va régler ça. Encore une fois, si on revient juste sur la trame centrale de est-ce que c'est adéquat pour une compagnie d'être réactive plutôt qu'être proactive, à mon avis, c'est beaucoup ça le problème. Et c'est ce qui est arrivé avec Rogers, et c'est ce qui est arrivé avec toutes les autres compagnies. C'est quand on a une compagnie listée et qu'il y a tellement, mais tellement, mais tellement en jeu dans la résolution de cette panne-là, les bonnes actions ne sont pas prises. Le temps va être mis au niveau justement des départements de technologie d'information, de DevOps, etc. pour justement aller trouver et colmater la faille, peu importe c'est quoi. Souvent, c'est des histoires d'update. Encore une fois, ils vont camoufler ça peut-être derrière un update ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut être un truc, encore une fois, lié à la cybersécurité. On ne va réellement jamais toujours au fond des choses. Ça, c'est un autre point qui est à discuter. Mais c'est là où un plan de contingence, si on veut être réactif, il faut qu'il y ait des plans qui sont plus adéquats. Il ne faut pas être en train d'essayer, en bon anglais, de scramble pour trouver la solution et de ne pas réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire.
Rogers, le meilleur exemple, et c'est encore une fois le matériel qu'on voit présentement dans l'enquête qui se produit. Il y a eu des appels des compétiteurs directs. Et Rogers, Bell et TELUS sont les trois grandes compagnies que tu mentionnais, Gab, qui forment un peu la grande concurrence au Canada, qui ont en dessous d'eux des subdivisions low cost et tout. Là, c'est à peu près le schéma est quand même assez simple au Canada au niveau des grandes compagnies de télécom. Bell et TELUS ont fait des appels à Rogers pour dire OK, ben, on peut transférer vos clients pour juste temporairement sur notre réseau. Puis la réflexion a été impossible que tous les clients de Rogers puissent être transférés sur les réseaux des autres. Les réseaux des autres vont exploser également. Puis la question, à mon avis, c'est qu'ils ont coupé le pont là-dessus. Mais la première réflexion aurait été sur un plan de contingence. Si on veut être réactif en termes de corporations qui ont un impact national, il faut que ce plan-là soit basé sur le fait, comme tu l'as dit, Gab, OK, mais qu'est-ce qu'il faut transférer au minimum? On va transférer Interact, comme tu l'as dit, les moyens de paiement, on va transférer les 911. C'est impossible que la porte ait été fermée par Rogers en disant non, on ne transfère pas rien, aucun de nos clients. Non, vous transférez au moins ce qui est urgent. Il y a tellement eu de ratés, à mon avis, que j'ai hâte de voir. Et encore une fois, je suis optimiste de nature, mais extrêmement pessimiste sur ce qui va en découler, à mon avis, parce que c'est vraiment de dire je ne vois pas la faisabilité que ce genre d'enjeu-là dans le monde des techs soit basé sur une approche proactive, qui serait, comme tu l'as dit, la scission forcée d'une compagnie, la subdivision d'une compagnie, peu importe, un petit peu comme AT&T l'a été. Je n'y crois pas vraiment que c'est une solution qui va se faire et qui est justement pérenne pour fixer tout ça à terme. Tu l'as mentionné, si Rogers est subdivisé par le gouvernement pour être proactif en cas de panne future, ben, il y a une subdivision qui peut tout à fait redevenir le concurrent numéro 1 au Canada dans 10 ans. T'sais. Donc, à mon avis, la subdivision, c'est vraiment une approche qui est idéale. Et encore une fois, ça va un petit peu dénaturer le côté corporatif et il y a un petit peu d'ingérence du gouvernement là-dessus. Donc, à mon avis, la proactivité est très dure à mettre en place, très dure à garder. La réactivité, par contre, il faut mettre des billes à ce niveau-là. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de plan plus solide. Je ne peux pas croire que dans une situation de crise, pour une compagnie listée, avec des CEO et des gestionnaires qui jouent littéralement leur avenir et leur carrière en grande partie là-dessus, parce qu'on sait que le genre de branding que ça fait lorsque ça tombe dans les médias, c'est pas bon pour le cours boursier, mais c'est pas bon également pour les têtes dirigeantes. Donc je me dis, il y a tellement de trucs en jeu que le fait d'y aller réactif sans plan réel et on va colmater la brèche et tout ce qu'on concentre c'est là-dessus, ça fait des erreurs, ça cause des problèmes et c'est là où j'ai réellement un problème sur notre place au débat aujourd'hui et sur les résultats. Je ne prétends pas avoir aucune solution là-dessus, mais selon moi, si on regarde proactif versus réactif, je crois que réactif est la seule approche possible. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être réactif adéquatement? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se fasse pour le cas au Canada de Rogers, mais que ça se fasse pour le cas de Google qui est arrivé, qui est un cas d'étude épouvantable également? Ça n'a pas duré une tonne de temps. Mais encore une fois, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait pour beaucoup de corporations, puis on sous-estime l'impact sur les PME. Les PME, là, ils n'ont pas la capacité de dire OK, ben oui, c'est vrai, j'avais fait un deuxième contrat au cas où avec une autre compagnie complète. Mais non, les affaires sont done, puis pour des compagnies, une journée, là, dans le temps de pandémie et tout, là, ça allait pas très bien. Une journée de revenus n'était pas nécessairement favorable si c'était sur pause. Là. Donc, je crois que la réactivité est la seule approche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un plan soit appliqué adéquatement et au jour J et de manière universelle, à la limite, sur une industrie? C'est ce que j'ai hâte de voir. Puis je sais pas, Gab, si tu as des idées là-dessus, là, mais à mon avis, c'est la seule chose qui peut se faire. Mais je ne crois pas que c'est, encore une fois, la chose qui va sauver le monde. Ouais, bah en fait, je comparerais en fait l'approche qu'on doit avoir pour ce genre de choses aussi non seulement à de la prévention en fait, comme tu pourrais, en fait exactement comme tu pourrais le faire avec du terrorisme en fait, c'est un peu la même chose. Il faut que tu préviennes évidemment les risques en prenant, on va dire, des mesures, on va dire draconiennes, je dirais, pour prévenir en fait la moindre panne, etc. D'avoir par exemple des systèmes de réplication, par exemple que toutes tes données soient pas sur un seul serveur mais sur plusieurs. C'est la force des data centers, hein. Souvent c'est ce qu'on nous vend. Et le problème c'est que malheureusement, historiquement, il y a eu des problèmes et je vais en parler juste dans un instant là, mais il est déjà arrivé en fait des pannes où justement tu avais une mauvaise réplication qui s'est faite entre les différents data centers. Et ce qui fait que en fait, toi, tu fais confiance à une compagnie pour héberger tes données. Tu sais, je te donne un exemple, tu te poses même pas la question si Dropbox va fonctionner. Tu sais, c'est que tu vas perdre tes données parce que par définition, tes données sur plein de serveurs différents répliqués en 10 fois par exemple. Mais c'est arrivé, c'est ça que ça plante. Meilleur exemple, c'est OVH en 2021. OVH, on le connaît tous, c'est un hébergeur français en fait, Cocorico, une boîte française qui fait de l'hébergement web et puis il fait plein d'autres services d'ailleurs. Il y a un de leurs data centers, je crois que c'était l'année passée, c'est ça qui a pris feu en fait. Et
Tu as plein de sites qui se sont retrouvés blackout du jour au lendemain. Et tu as même des gens qui ont perdu leurs données définitivement parce qu'il y avait eu un problème justement dans la réplication des fameuses données. Mais ça peut être très grave. Par exemple, c'était le site data.gouv.fr qui est un peu la base de données de toutes les données du gouvernement, les données publiques, là, ce qu'on fait partie du open data maintenant qu'on a beaucoup dans la plupart des gouvernements, là, en tout cas dans les directives européennes, si je me souviens bien. Euh, mais c'est aussi d'autres sites qui sont assez importants. Par exemple, il y a des partis politiques, il y a eu des grosses entreprises qui se sont retrouvées avec leurs sites bloqués. Je pense aussi à en tout cas, par exemple, il y avait le musée, j'avais vu ça sur Wikipédia, mais le musée du Centre Pompidou aussi, donc tu vois, qui avait été bloqué. Alors bon, tu vas me dire, pour le Centre Pompidou, c'est pas très grave, c'est une affaire de quelques jours, à la limite de réparation. Et pour le coup, quand c'est des trucs gouvernementaux, encore une fois, c'est un service important aux citoyens. Et le fait qu'il soit pas accessible, bon, bah, ça pose des problèmes, je pense, assez importants. Donc, il y a des questions à se poser, comment effectivement les entreprises protègent leurs données. Donc ça, c'est l'axe, je dirais, prévention. Et l'axe réaction, bah là, c'est le côté un peu comme si tu avais encore une fois une attaque terroriste, avoir une espèce de task force qui est capable de réagir rapidement. Je pense que Facebook, on en a beaucoup parlé l'année passée quand ils ont eu la fameuse panne de WhatsApp. Moi, c'était plus WhatsApp qui m'a posé problème pendant quelques heures. Là, je pense que c'était toute une journée où ça a été bloqué. Hein, et on n'était pas capable d'envoyer les moindres messages, etc. Et comme quoi, donc c'est ça, cette panne WhatsApp pose problème parce que tu as beaucoup d'entreprises ou même de contacts aujourd'hui qui dépendent de WhatsApp. Moi, par exemple, tu vois, avec ma famille à distance, même mes grands-parents, ils ont WhatsApp. Donc, leur dire, ah bah non, utilise, je sais pas, Twitter aujourd'hui. Je vois pas mes grands-parents s'ouvrir un Twitter juste pour envoyer des messages privés à moi. Ça n'avait pas de sens. Donc en final, bon, alors la question c'est est-ce que tu es capable de solver le problème rapidement? Je pense que Facebook, quand même, en l'espace de 8 heures, c'est pas catastrophique. Oui, le monde, ça peut être problématique, mais le monde s'est pas non plus effondré en 8 heures, tu vois. Donc il y a quand même des choses à réagir. Pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir que, par exemple, la panne WS il y a 2 ans, je crois que c'était en 2020, qui a causé une panne de nombreux services, par exemple Netflix. Et là, pour le coup, un risque systémique, parce que tu as énormément d'entreprises. Je crois que c'était quasiment le tiers des entreprises aux États-Unis qui hébergent leur site sur AWS. Donc, pour te dire l'incroyable dépendance en fait qu'on a envers ces serveurs qui appartiennent à Amazon, donc à Jeff Bezos. Et c'est complètement fou de te dire que si ça pète, eh ben, on est vraiment à risque en fait. Donc, faut faire très attention en termes de risque, je veux dire de cybersécurité. Comme on en avait d'ailleurs déjà abordé avec les fameuses fuites de données qu'il y a déjà eu, par exemple avec Equifax, comme on en avait parlé il y a quelques temps. Mais aussi l'aspect aussi des dommages physiques qu'il peut avoir sur les data centers. Donc évidemment, c'est pris au sérieux. À mon avis, c'est pris très au sérieux maintenant, de plus en plus par les gouvernements, parce qu'ils savent que c'est un point névralgique, on va dire, du problème. Mais il faut réfléchir aussi, c'est ça, à des solutions alternatives. Et je pense que l'exemple de Rogers le montre parfaitement. C'est pas normal que notre système principal de paiement au Canada soit dépendant d'un seul opérateur téléphonique. Je veux dire, c'est pas normal. C'est à mon avis déjà que le système de paiement canadien est désuet, on le sait tous. Et d'ailleurs, le gouvernement travaille activement là-dessus. Je te parle, on va dire, de ce que je connais, en tout cas de l'architecture du système bancaire canadien. Mais il y a beaucoup de questions à se poser de comment concrètement on fait des changements. Et c'est vrai que là, pour le coup, malheureusement, en tant que consommateur, on est très passif. C'est clair que plus en tant qu'actionnaire, par contre, on peut se poser des questions. On peut se dire, bon, comment vous agissez concrètement sur ces risques-là? Effectivement, mais tu sais, je pense que il n'y a pas de bonne réponse. C'est un petit peu ça à chaque fois, les places au débat également. Comme je dis, moi j'ai toujours la crainte de dire qu'est-ce qui va arriver si on a réellement ce que j'appelle, et je pense pas que c'est un terme officiel qui est utilisé nécessairement, là, mais moi une panne, une panne Big Bang, là, c'est un petit peu ça qui m'inquiète. D'en avoir une qui va réellement durer plusieurs jours, c'est là que ça va arriver. On n'est pas prêt, encore une fois, nulle part à réagir adéquatement, et on n'a pas, comme tu l'as mentionné également, là, été proactif là, pour s'assurer que ça n'arrivera pas. Donc, il va y en avoir une qui ne va pas durer 24 heures, que les départements TI et DevOps d'une grande corporation là, ne vont pas être en mesure de colmater tout ça rapidement. Encore une fois, là, je pense que c'est là qu'on aura un plus gros débat qui arrivera. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, là, allez lire là-dessus si vous avez si vous voulez également là, avoir plus d'opinions, allez voir des cas, là, comme on a mentionné plusieurs compagnies qui en ont eu
comme je l'ai dit en tout début du segment, là, après chaque grande corporation de tech, peu importe où est-ce qu'elle est localisée, a eu des enjeux, au moins question de quelques heures avec des pannes qui ont été significatives pour les utilisateurs. Donc, allez lire là-dessus également. Il y a énormément de cas d'études qui se font sur le sujet. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, le au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet que j'ai moussé et que j'ai tenté, là, pour ceux qui vont adorer ce sujet à la fin du segment, là, vous pourrez blâmer Gab que vous avez dû attendre une semaine de plus avant de pouvoir l'entendre. C'était mon sujet chouchou, encore une fois, qui a été, on doit dire, là, qui a été vraiment mis de côté, là, du revers de la main, complètement aux oubliettes pour une semaine complète. On veut vous parler un petit peu plus. En fait, c'est une tendance qui est incroyable présentement au niveau de l'industrie. C'est très contextuel, on va vous expliquer pourquoi. Là, mais il y a des stock splits mur à mur dans les grandes corporations, encore une fois. C'est un événement de marché, en bon anglais, un corporate action qui est quand même assez notoire. Qui, encore une fois, certains vont dire que c'est une goutte dans un verre d'eau. Mais il y a quand même un intérêt à analyser et à un petit peu regarder pourquoi il y a autant de stock splits présentement qui se font, surtout dans les grandes corporations. Donc, je pense que c'est un sujet très intéressant à discuter. La prémisse de tout ça là, vient de mémoire, Gab, corrige-moi, là, mais on a eu Google, justement, l'Alphabet, qui a fait un split, le 20 pour 1. On va expliquer encore une fois de manière conceptuelle les splits et les stock splits à la base, là, avant d'entendre un petit peu plus sur des cas de figure récents et un petit peu pourquoi est-ce qu'une période où les marchés, les places boursières sont un petit peu plus houleuses, là, pourquoi est-ce que c'est peut-être un moment intéressant pour des compagnies de faire un stock split. Il y a également eu Amazon qui a fait un 20 pour 1 aussi là, dans les dernières semaines. Donc, il y a une tendance que les grandes corporations de tech et même autres décident de faire des stock splits à différentes envergures. C'est pas toujours du 20 pour 1. Donc, je sais pas, Gab, si tu veux entamer avec un petit peu la description là, de base en termes conceptuels, en termes théoriques. Qu'est-ce qu'un stock split? Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on mentionne qu'au final, ça pourrait très bien être vu comme une goutte dans un verre d'eau en termes de capitalisation boursière? Là. En fait, en pratique, en théorie, pardon, tu vois, je vais te laisser faire plutôt le côté pratique aussi pour le coup. Euh, D'un point de vue purement théorique, en fait, les stock splits, ça ne crée pas de la valeur, en fait. C'est tout simplement un, une transaction, en fait, qui fait que tes actions, en fait, valent, alors, on va dire, tu as 20 fois plus d'actions, mais qui valent 20 fois moins cher, en fait. Si on a un investisseur rationnel, en fait, la valeur de l'entreprise ne change pas par sa transaction. C'est juste le diviseur, en fait, de la valeur de l'équité qui change. C'est comme si tu prenais une tarte aux pommes, par exemple, et qu'au lieu d'être divisée en quarts, eh ben, elle était divisée en huitièmes, sauf que tu en as deux fois plus. Mais au final, ça revient à la même chose. Donc, tu coupais tes quarts en deux fois. Donc là, ça change rien. Donc ça serait un stock split de 2 pour 1. Tu as aussi le contraire qui existe, qu'on appelle des reverse stock split. Donc c'est 1 pour 2, par exemple. Ça, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux parts, tu n'en as plus qu'une seule. Mais au final, en fait, il faut bien comprendre que ça ne change rien. C'est juste ça change le prix, en fait, d'une action, d'une unité, en fait, de l'entreprise. L'intérêt majeur, en fait, pour laquelle, en fait, les entreprises font cette opération-là, c'est que le prix de l'action, il est plus faible. Et donc, c'est plus facile d'acquérir une part, en fait, entière de l'action, en sachant que ce n'est pas tous les brokers qui offrent la possibilité d'avoir des fractions d'actions, c'est-à-dire, par exemple, un tiers d'une action, tu vois. La plupart des brokers, en fait, ne le permettent pas, en fait, d'avoir, par exemple, une action Google. Mais à l'époque, une action Alphabet, par exemple, c'était un peu plus de 2200 $, là, si je me souviens bien. Et là, aujourd'hui, il est à peu près à 115 $ dans ces eaux-là. Ce qui fait que, bon, en tant que petit actionnaire, c'est plus facile pour moi d'acheter une action de l'entreprise au lieu d'en acheter un très très gros morceau et d'éviter d'être diversifié sur plusieurs actions. Donc, je pense que c'est l'intérêt principal. Après, il faut être réaliste, on va dire, de manière théorico-théorique. Si on reprend encore une fois l'exemple, c'est pas censé créer de la valeur. C'est le but, c'est purement en fait un but de liquidité, de gestion, on va dire, de simplification administrative. D'ailleurs, quand il y a des ajustements qui sont faits, c'est fait automatiquement dans votre compte de courtage. Même chose pour les options. Si vous avez des options, par exemple, sur cette action-là, et ben automatiquement le contrat est adapté, on va dire, pour on va dire la modification qui est faite. Donc souvent le strike price, par exemple, pour un 20 pour 1, il va être divisé par 20, donc le prix d'exercice de tes options. Et par contre, le volume, donc le
le nombre de contrats que tu as, il est multiplié par 20 si pas dans le cas échéant. Donc c'est un peu le principe, on va dire, derrière en fait les stock splits. Le but étant, encore une fois, créer de la liquidité, faire en sorte que c'est plus facile, on va dire, pour le petit porteur d'acheter une action, on va dire, de cette entreprise-là. Exact. Puis tu sais, je pense qu'on l'a mentionné, au moment du split, au moment où il y a encore une fois tu sais, le contexte fait en sorte qu'une compagnie va, par exemple, comme tu l'as dit pour un stock split, aller rajouter des actions en circulation, ce qui va réduire conséquemment le prix. Mais effectivement, au moment que c'est fait, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas eu de création de valeur au niveau de la capitalisation boursière. Par contre, et c'est ce qu'on voit présentement avec justement la trend des grandes corporations qui font ça, c'est qu'il y a des effets assez directs immédiatement après le stock split. Lorsque le cours reprend normalement et qu'on revient dans un normal trading day, on remarque énormément en général une petite tendance haussière au niveau du cours qui est ajustée là, après le split, parce que justement, il y a eu énormément, ça a été moussé beaucoup. J'en parle, puis je l'ai proposé à Gab, parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. C'est un corporate action, encore une fois, c'est pas quelque chose qui fait normalement lever le poil sur les bras là, des personnes financières, des financiers de ce monde. Mais présentement, ça aide beaucoup aussi au branding, et on le mentionnait, c'est très axé sur la période qu'on connaît maintenant. Il y a tellement, on sait où est-ce qu'on s'en va en termes économiques, on sait que les marchés ont eu du plomb un petit peu dans l'aile présentement. Clairement que ça aide d'avoir, encore une fois, des actions qui sont notoires, qui sont trendy. Encore une fois, les techs, pour les investisseurs, et on le rappelle, les fameux Robinhood de ce monde, là, il y a beaucoup de personnes qui investissaient sous cet axe-là, et comme tu l'as dit, à 2000$ et plus pour Google par action, c'est pas super atteignable. Alors que là, maintenant, c'est intéressant. Quand on tombe dans des cours qui sont en centaines, ça paraît mieux. Donc, je pense que c'est la période et la tendance actuelle, il y a ça. Donc, il y a premièrement le fait de, tu l'as dit, la liquidité, le fait de rendre ça plus attractif pour n'importe qui. Et il ne faut pas oublier aussi un des points qui explique souvent un stock split, c'est lorsqu'il y a une différence entre le cours d'une corporation et les compétiteurs directs. Lorsqu'une compagnie commence à avoir un cours qui est tellement en hausse, qui est tellement gros par rapport à d'autres concurrents, il y a peut-être un intérêt également à le faire. C'est un petit peu plus dans l'ombre en termes d'idéologie derrière le raisonnement d'un split, mais c'est également quelque chose qui est présenté. Et je crois que c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Amazon et Google. Ils sont dans leur monde à part, mais dans les grandes tech, encore une fois, si l'une le fait, les autres vont, encore une fois, c'est pas réglé, mais les autres vont probablement devoir le faire également pour garder ce même. Tu sais, il y a une raison pourquoi ces compagnies-là tournent autour des cours dans la même strate. Là. Encore une fois, c'est pas au dollar proche le même cours de Amazon, Google, etc. Mais le fait de rester dans le même genre de nominal, je pense qu'il y a un intérêt. Je pense que c'est conséquent. Donc, il y a aussi une logique d'industrie, une logique de branding de compagnie concurrente, là, à mon avis, ou concurrente en termes juste de, plus globalement, de services qui rentrent en ligne de compte. Il y a plusieurs aussi discussions présentement parce que c'est annoncé, là, un corporate action ou un événement de marché, quelque chose qui est annoncé quelques semaines à l'avance, bien évidemment, là, pour justement l'accès à l'information. Il y a plusieurs compagnies qui ne l'ont pas encore annoncé, et il y en a une que je voudrais qu'on parle puis qu'on se partage notre opinion, là, qui aurait peut-être une utilité à faire un stock split, et roulement de tambour comme toujours, là, mais je l'ai vendu en parlant des Wall Street Bets et en parlant de Robinhood. Là, mais Ce ne c'est serait GameStop. pas GameStop, ouais. Ben voilà. Donc GameStop ne l'a pas annoncé, ne l'a pas fait, mais s'il y a une compagnie qui est la définition même il y a peut-être un stock split à faire, ça pourrait être intéressant. Je pense que GameStop le serait. On est d'accord que le cours dénature toujours les opérations de cette compagnie-là, et ça va moins bien que ça allait à l'époque au niveau de la croissance également du titre. Donc je pense que c'est le genre de stratégie qui est tout à fait, encore une fois, normale, qui encore une fois ne crée pas de valeur, comme tu l'as très bien introduit, Gab, mais qui aurait à mon avis une valeur ajoutée pour cette compagnie-là si ça avait lieu. Ce n'est pas annoncé, ce n'est pas rien, encore une fois. Mais c'est quelque chose qui, je crois, c'est un candidat assez propice selon moi s'il y a une bonne gestion au niveau de la compagnie. Il devrait y avoir, à mon avis, un split qui se ferait. Là, je sais plus ça tourne autour de combien, mais il me semble que tu m'en avais parlé, Gab, il y a quelques semaines, et j'avais encore eu la mâchoire qui était tombée au niveau du cours que tu m'avais parlé pour GameStop. Là. Donc je pense que c'est une compagnie, et encore une fois, je pense que tant qu'on aura une période économique couleuse, on va voir justement des événements de marché de type stock split avoir lieu. Je pense que c'est très cohérent avec la période actuelle, et tu l'as dit, c'est vraiment la base de dire, pour les petits épargnants, c'est beaucoup plus intéressant et ça va favoriser le fait qu'il va continuer à avoir de la liquidité dans les marchés et des transactions d'achat. Là. Ouais, mais ça, après, encore une fois, au risque de me répéter, c'est pour ça qu'on aurait peut-être dû faire ce segment au Place au débat. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que
J'avais eu ce débat-là, en fait, il y a quelques années, en fait, je pense que c'était il y a 2 ans quand... je pense que c'était Tesla, quand ils avaient fait le 3 pour 1 là, à l'époque. Euh, Justement, tu avais des gens qui disaient, ah bah non, ça crée de la valeur parce que les gens vont acheter. Oui, pardon, mais les gens cons vont acheter juste parce que c'est splitté, en fait. C'est un investisseur irrationnel qui va acheter parce que c'est pas cher. Juste en regardant des cours, en disant, ah bah oui, tiens, je sais pas, Ah, mais par exemple, je pense qu'on Amazon. en avait parlé, ça permet de dynamiser un peu un titre qui peut, à première vue, Ouais, paraître. Encore une fois, ce n'est pas le but, mais comme tu l'as dit, c'est des erreurs, le fait que les personnes dynamisent, mais un titre qui commence à stagner un peu, c'est triste à dire, mais un stock split sur papier, c'est pas supposé faire ça, mais ça met quand même un petit peu d'essence ou de carburant dans le réservoir au niveau du branding et au niveau de l'intérêt boursier. et À mon avis, c'est de la pub. C'est de la pub complète. et c'est de la pub, et je pense que ça prouve en fait que les marchés sont parfois se comportent de manière irrationnelle. Casino, casino, j'ai envie de dire. Ils se comportent parfois comme, on va dire, ils reflètent pas de l'information parfaite en fait. Une information, on avait parlé des théories, je pense, de l'efficience de marché une fois, ça fait très très longtemps là, mais sur le podcast, euh, on avait un peu discuté justement de c'est quoi exactement l'efficience de marché, mais là je pense qu'on est même plus dans une efficience semi-forte qui dirait qu'en fait au moins les prix reflètent l'information qui est publique. C'est-à-dire que faire de l'alpha est compliqué, donc générer une performance extraordinaire par rapport à l'ensemble du marché est complexe. Et ben je pense que se reflète encore moins en fait avec ce genre d'histoire. Le fait que GameStop, GameStop c'est pas le cas. D'ailleurs ils ont perdu pas mal en valeur, hein, et je crois que d'ailleurs ça a été bientôt, ça a été déjà fait en fait le GameStop là, leur split. Hein. Absolument, ouais, c'est ça que je vois, ils sont à 34, ouais, effectivement. Ouais, donc c'est ça, ça a Ouais. été fait. Donc Je sortais la correction, date. comment dire, petite correction pour vous, chers auditeurs. Vous voyez, c'est les joies du direct, hein, comme quoi des fois ça nous arrive de faire une erreur, mais là pour le coup c'est ça, ça a été effectivement fait avec un 4 pour 1. Donc tu vois, c'est purement du marketing, hein, pour le coup. Est-ce que ça a réellement un intérêt? Je me répète, Ils vraiment ont splitté le désolé. 14, tu vois. Le 14 juillet, je crois, selon ce que je vois. Le 22, le 22. 22. Oui, le 22. Donc ça, en fait, ça a été fait effectivement, ils l'ont annoncé le 14, mais ça a été effectif le 22. Là, mais euh, pour dire qu'en fait, pourquoi ils feraient ça? Et ben en fait, voilà, c'est juste parce que les gens se disent, ah bah c'est à 34, à l'époque c'était à 120, bah oui, je vais acheter, tu vois. La personne qui s'est pas renseignée en fait sur ce que ce split est arrivé, et ben va commettre une erreur en fait. Et donc c'est purement une affaire de chiffres, on va dire, pour tromper l'investisseur, gagner de la valorisation marchande, et on le sait, les compagnies sont attirées en fait à augmenter leur market cap de manière irrationnelle, tu sais, parce que les bonus, par exemple, des CEO et des dirigeants est basé sur la market cap, ce genre de choses. Donc, il y a tout un tas. On se dit que l'industrie financière, elle n'est pas parfaite. Je pense que c'est un bon exemple aujourd'hui, comme quoi ça marche pas. Mais bon, pour l'exemple, évidemment, GameStop, Google, Amazon, bon, c'est des exemples. Il y a des compagnies qui sont un peu plus nocives que d'autres. Je pense que GameStop en fait partie. Ne m'attaquez pas en justice, j'ai pas envie de me coller un procès au cul cette semaine là, mais c'est pas, je veux dire, ça fait pas de sens de comment dire que ça crée de la valeur. Donc normalement, un investisseur rationnel, il devrait s'en fiche, pardon, d'expression, mais d'un stock split, il devrait plutôt regarder c'est quoi la valorisation réelle de la compagnie en fonction de sa market cap et d'exactement est-ce qu'il y a réellement de la création de valeur actionnariale qui est faite par cette compagnie là. Exact. Donc, effectivement, ce n'est pas le cas, là, mais je trouve que c'est intéressant. On fait pas d'ailleurs beaucoup de volets sur le volet là, des événements de marché ou des corporate actions, donc c'est intéressant de lever le voile un petit peu là-dessus. Mais encore une fois, là, comme tu l'as très bien décrit, là, ça devrait être une goutte d'eau, mais ne soyez pas surpris si plusieurs des compagnies que vous suivez ou que vous détenez peut-être vont faire là, des splits également dans les prochaines semaines, selon la tendance qu'on voit quand même assez marqué depuis les derniers mois, et surtout on le voit, là, même GameStop m'a surpris, mais en juillet semblait être un mois assez propice également pour ça. C'est un trop pour un d'ailleurs pour GameStop, pour information, pour ceux qui nous écoutent. Donc merci Gab, merci tout le monde également, là, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme toujours Gab, je te rends la parole à nouveau pour le mot de la fin sur où est-ce qu'on peut nous retrouver et nous lancer vers la semaine prochaine déjà. Oui, bah, vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Vous pouvez aussi nous retrouver en version vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, pour pouvoir mettre vos commentaires, vos avis, vos likes, c'est la meilleure façon de nous contacter sur YouTube directement.
Vous tapez l'État financier podcast, normalement vous devriez nous trouver partout. Je m'assure de vraiment faire en sorte qu'on soit disponible partout. Et si vous le souhaitez, faites-nous signe, faites-nous un coucou. Ça me fera plaisir de pouvoir discuter avec vous. Si vous avez des suggestions d'épisodes aussi, c'est encore plus apprécié. Et je dirais partager évidemment le podcast, vous le savez, le bouche à oreille, je pense que c'est la meilleure façon de nous encourager. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et merci pour votre écoute. Bonne semaine tout le monde. Salut.